Quand mon mari, Scott Mercer, a claqué les papiers de divorce sur le comptoir de la cuisine, le bruit sec a résonné dans la pièce déjà lourde de tension. « Je prends tout, Dana », a-t-il lancé, sa voix tranchante comme une lame. Même les enfants. Il n'avait pas encore terminé sa phrase, n'avait pas encore articulé la fin de sa menace, que j'avais déjà saisi le stylo. Je me souviens du son précis du stylo. Un léger grattement sur le papier, à peine audible dans le silence qui suivait ces mots. Ce n'était pas un bruit fort, non, juste un frottement discret, mais il résonnait dans mes oreilles avec une intensité bien plus grande que toutes les paroles qu'il avait prononcées ce soir-là, des paroles pourtant chargées de venin. Scott s'est figé, sa phrase coupée nette, la bouche entr'ouverte. Il a cligné des yeux, l'air déconcerté, comme si j'avais osé interrompre une pièce de théâtre dont il était le seul acteur principal. Son regard, d'abord perplexe, s'est durci. « Tu as fait quoi ?» a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une incrédulité mêlée d'agacement. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai pris mon temps pour apposer ma signature, une courbe ferme et délibérée. Puis, j'ai refermé le capuchon du stylo, avec un petit clic sec. Ce n'est qu'après avoir soigneusement repoussé les documents vers lui, les faisant glisser sur la surface lisse du comptoir, que j'ai enfin croisé son regard. « Tu m'as très bien entendu », ai-je affirmé, ma voix étonnamment calme, sans la moindre trace de tremblement. Pendant un instant, Scott est resté là, immobile, visiblement désemparé. Il était entré dans notre cuisine, le corps tendu, l'esprit aiguisé, prêt à livrer une bataille acharnée. Il s'attendait à me voir paniquer, à dominer la conversation, à m'effrayer, à me réduire au silence, à me pousser à le supplier. Au lieu de cela, je lui avais offert, sur un plateau d'argent, ce qu'il croyait désirer le plus. Et cette tournure inattendue des événements le laissait plus confus, plus désarmé que n'importe quelle résistance que j'aurais pu lui opposer. C'était une soirée d'août typique en Indiana, lourde et moite. La chaleur étouffante s'infiltrait partout, rendant l'air épais et pesant même à l'intérieur de la maison, malgré la climatisation qui luttait en vain. La cuisine, baignée d'une lumière tamisée, conservait encore l'odeur persistante du poulet grillé et de la sauce barbecue que nous avions mangé plus tôt. Les assiettes, témoins silencieux d'un dîner qui aurait dû être ordinaire, n'avaient même pas encore été débarrassées, posées là, comme une pause suspendue dans le temps. À l'étage, notre fille, Ellie, portait son casque, sans doute plongée dans sa musique, ou peut-être faisait-elle simplement semblant de ne pas entendre la tension palpable qui montait du rez-de-chaussée. Dans le salon, notre fils, Ben, était absorbé par son jeu vidéo, le doux cliquetis de sa manette résonnant faiblement dans le couloir. Des bruits familiers, des sons anodins qui, quelques minutes auparavant, auraient composé la bande-son d'une soirée ordinaire. Mais cette nuit-là, la normalité s'était brisée, irrévocablement. Scott était rentré tard une fois de plus, comme souvent ces derniers temps. Il portait toujours son blazer bleu marine, celui qu'il enfilait invariablement lorsqu'il souhaitait afficher une certaine prestance, une aura d'importance. Mais cette fois, un détail clochait. Il l'avait étrangement associé à des baskets, un choix inhabituel qui détonnait avec son image habituelle. J'avais remarqué ce détail. Je remarquais toujours ce genre de choses, ces petites dissonances qui en disaient long sur son état d'esprit. Il n'avait pas daigné me saluer, n'avait pas posé la moindre question sur le dîner, ni sur notre journée. Il avait simplement traversé la cuisine d'un pas déterminé, puis avait laissé tomber ce dossier manille sur le comptoir avec un bruit sec, comme un livreur déposant un colis sans âme. « J'en ai fini, Dana », avait-il déclaré, sa voix dénuée de toute émotion. C'est ainsi qu'il avait choisi de commencer, sans le moindre préambule, sans la moindre tentative d'explication ou d'excuse. Juste cette déclaration lapidaire. « J'en ai fini ». J'ai essuyé mes mains sur le torchon que je tenais, un geste machinal, et je me suis tournée pour lui faire face, mon cœur battant un rythme étrange. « Fini avec quoi, Scott ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il a balayé la cuisine d'un geste vague,
presque dédaigneux, comme s'il s'agissait d'un désordre dont il était las de s'occuper, d'une tâche ménagère ingrate. Avec ça, a-t-il dit, avec toi, avec toute cette mise en scène, cette vie. Je me souviens avoir trouvé ces mots étrangement froids, dénués de toute humanité. Il parlait de notre vie, de notre union, de notre famille, comme s'il s'agissait d'un simple contrat de location, d'un arrangement temporaire qu'il pouvait rompre à sa guise, plutôt que du tissu complexe et intime d'un mariage de 20 ans. Il a ouvert le dossier avec une précision clinique, en a extrait les documents, des feuilles impeccablement dactylographiées, et les a fait glisser sur le comptoir jusqu'à moi. « Divorce !» a-t-il lâché, le mot résonnant avec une finalité glaçante. « Je l'ai déjà fait rédiger. Tout est prêt. » Je n'ai pas tendu la main pour les toucher immédiatement, comme si le papier lui-même était brûlant. Mon regard est resté fixé sur lui. « Et les enfants ?» ai-je demandé, ma voix se faisant plus hésitante. C'est à ce moment précis que son ton a basculé, devenant plus tranchant, plus glacial, dénué de toute once de chaleur. « Ils restent avec moi », a-t-il affirmé, comme s'il s'agissait d'une évidence incontestable. Un rire m'a échappé, un rire amer et sans joie, non pas parce que la situation était amusante, mais parce qu'elle était d'une absurdité sidérante. L'information n'a pas fait tilt immédiatement, mon cerveau refusant de l'intégrer. « Scott, tu n'as même jamais… » ai-je commencé, mais il m'a coupé net, son regard dur. « C'est moi qui gagne l'argent, Dana, » a-t-il asséné. « C'est moi qui pourvois à tous les besoins. Tu penses vraiment qu'un juge va donner raison à quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 20 ans ? » Voilà. La vieille rengaine, celle qu'il ressortait toujours, sous des formes à peine déguisées, depuis des années. En public, il la drapait d'une élégance feinte. Elle ne s'occupe pas vraiment des chiffres, ou Dana gère les affaires de la maison. C'est son domaine. Laissez-moi les finances. C'est plus simple. Des phrases anodines en apparence, mais qui, au fil du temps, m'avaient lentement mais sûrement relégué au second plan, me privant de toute autonomie financière. Pendant des années, j'avais souri à ses remarques. J'avais même ri avec lui, faisant semblant de trouver cela amusant, comme si c'était une blague inoffensive. C'était la voie de la facilité, la manière la moins conflictuelle de naviguer dans notre relation, d'éviter les confrontations qui ne menaient jamais à rien de bon. Je me souviens d'un dîner, il y a une dizaine d'années, au restaurant Saint-Elmo, en plein centre-ville d'Indianapolis. Nous étions attablés avec ses collègues, l'ambiance était animée. J'avais posé une question anodine sur nos impôts, concernant une déduction que je ne saisissais pas entièrement. Scott avait ri doucement, d'un rire condescendant, et avait posé sa main sur la mienne, comme pour me rassurer. « Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie », avait-il murmuré, son sourire un peu trop large. Tous les convives avaient ri avec lui, et moi aussi, par réflexe, par habitude. Mais je me souviens surtout de cette sensation étrange, ce pincement au cœur, comme si j'avais été délicatement mais fermement mise à l'écart de ma propre existence, reléguée au rang de spectatrice. Debout dans la cuisine cette nuit-là, face à Scott, cette même sensation est revenue, mais avec une intensité décuplée, une force écrasante. Sauf que cette fois, le rire ne m'est pas venu. Le temps des sourires forcés était révolu. Scott a continué sur sa lancée, se gonflant d'importance, énumérant ses prétendues victoires. « J'ai la maison, Dana », a-t-il déclaré avec emphase. « J'ai les comptes, l'entreprise. Tout est déjà organisé, tout est en ordre. Tu auras un arrangement financier, bien sûr, mais ce sera tout. Rien de plus. » Il s'est penché légèrement vers moi, baissant la voix, adoptant un ton faussement conciliant, comme s'il me faisait une immense faveur. « Et je veillerai à ce que tu puisses voir les enfants, » a-t-il ajouté, « dans des limites raisonnables. » Il a répété ces derniers mots, « dans des limites raisonnables », comme pour souligner l'étendue de sa prétendue générosité, alors qu'il sonnait comme une menace à peine voilée, une restriction arbitraire. J'ai enfin posé les yeux sur les documents. Ils étaient impeccablement dactylographiés, chaque paragraphe parfaitement aligné, chaque clause clairement énoncée.
Tout était organisé avec la même précision méticuleuse qu'il appliquait à tout ce qu'il entreprenait lorsqu'il se croyait en position de force, maître de la situation. « Je prends tout », a-t-il répété, sa voix plus dure encore. « Tu ne reverras plus jamais les enfants si tu oses te battre contre moi sur ce point. » Cette partie-là, précisément celle-là, m'a frappé de plein fouet, m'a transpercé. Ce n'était pas l'argent qui m'importait, ni la maison, ni les biens matériels. C'était les matins où je préparais le déjeuner de Ben, où je conduisais Ellie à l'école, où je m'asseyais à la table de la cuisine, écoutant attentivement ses récits sur sa journée en classe, même lorsqu'elle feignait de ne pas vouloir partager. Ces petits rituels, ces moments de complicité, étaient le cœur battant de ma vie. J'ai visualisé notre maison, vide de leur présence, silencieuse, dénuée de ces éclats de vie qui la rendaient si précieuse. Ce fut le seul instant où une vague de panique a menacé de m'engloutir, une peur viscérale de perdre ce qui comptait le plus. Mais cette sensation s'est dissipée presque aussi vite qu'elle était apparue, car sous cette angoisse, une autre émotion, plus profonde, plus calme, prenait racine. Une réalisation silencieuse, mais d'une clarté absolue. Il pensait sincèrement que je n'avais aucune idée de la réalité. Il était convaincu que je n'avais pas prêté attention, que j'avais vécu dans une bulle dorée pendant toutes ces années. Il s'attendait à ce que je réagisse exactement comme il l'avait prévu, que je pleure, que je supplie, que je me débatte, que je lui offre le temps précieux dont il aurait besoin pour manœuvrer, pour déplacer des fonds, pour dissimuler ce qui devait être caché, pour consolider son emprise. J'ai tendu la main, mes doigts effleurant les documents. « Bien », ai-je dit, ma voix toujours aussi posée, presque indifférente. Scott a froncé les sourcils, visiblement déconcerté par ma réaction inattendue. « Bien », a-t-il répété, le mot sonnant étrangement dans sa bouche. Sans attendre sa réponse, j'ai tourné les pages d'un geste fluide, cherchant la section réservée aux signatures. « Si c'est vraiment ce que tu désires, » ai-je repris, le regard fixé sur la ligne pointillée. « Alors ne prolongeons pas cette mascarade. »« Dana », a-t-il articulé lentement, comme s'il s'adressait à une enfant, ou comme s'il essayait de déterminer si j'avais subitement perdu la raison. « Tu devrais peut-être prendre le temps de lire attentivement. » J'ai levé les yeux vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Je te fais confiance, Scott, » ai-je répondu, un mensonge si bien articulé qu'il a semblé le figer. Cette phrase, inattendue, l'a réduit au silence pendant un bref instant, le laissant sans voix. Puis, un sourire narquois a étiré ses lèvres. Le voilà. Ce petit éclair de supériorité, cette satisfaction mal dissimulée, qu'il ne parvenait jamais tout à fait à cacher. « Bon choix », a-t-il dit, sa voix empreinte d'une condescendance à peine voilée. J'ai saisi le stylo, mes doigts fermes autour de l'objet. Ma main n'a pas tremblé, pas le moins du monde. Puis, d'un geste assuré, j'ai apposé ma signature. Juste comme ça. Un simple trait d'encre, et le destin était scellé. Scott a expiré bruyamment, comme s'il avait retenu son souffle pendant une éternité, libérant enfin la tension qui l'habitait. Il pensait avoir gagné. Il ne savait pas encore que la partie ne faisait que commencer. « Tu vois, ce n'était pas si difficile », a-t-il dit, rassemblant les papiers avec une hâte à peine dissimulée. Son ton était empreint d'une satisfaction agaçante. « Je t'avais dit que ce serait plus simple si tu ne rendais pas les choses compliquées. » Compliquées ? J'ai failli sourire. Un rictus amer que j'ai réussi à réprimer. L'ironie de ces mots était presque palpable. Il n'est pas resté longtemps après cela. Il a attrapé le dossier, a jeté un coup d'œil à son téléphone, puis s'est dirigé vers la porte comme s'il avait un endroit bien plus important où être, une urgence qui l'attendait. « 2 semaines, a-t-il lancé par-dessus son épaule, sans même se retourner. Nous finaliserons tout. 2 semaines ? J'ai hoché la tête, ma voix étonnamment calme. D'accord. Il a marqué une pause devant la porte, comme s'il s'attendait à quelque chose de plus de ma part. Des larmes, une question désespérée, n'importe quelle preuve de ma détresse. Mais je ne lui ai rien donné de tout cela. Mon visage est resté impassible, mon regard vide.
Alors, il est parti. La porte d'entrée s'est refermée avec un léger clic, un son doux mais définitif qui a résonné dans le silence soudain. Et juste comme ça, la maison est redevenue silencieuse, un vide pesant s'installant après son départ. Je suis restée là, immobile, pendant 1 minute, le stylo toujours serré dans ma main. La cuisine semblait différente, imprégnée d'une atmosphère nouvelle. Les mêmes comptoirs, la même lumière au-dessus de l'évier, le même léger bourdonnement du réfrigérateur. Pourtant, quelque chose avait irrémédiablement changé. J'entendais Ben dans l'autre pièce rire à quelque chose sur son jeu vidéo, et la musique d'Ellie filtrait faiblement à travers le plafond. La vie continuait, indifférente à mon bouleversement intérieur. J'ai posé le stylo et j'ai finalement commencé à débarrasser les assiettes. Des gestes lents, mécaniques, une routine familière pour occuper mes mains. Mon esprit, lui, était déjà ailleurs. Non pas sur ce que j'avais perdu, mais sur ce que je savais. Sur les choses que j'avais observées au cours de la dernière année. Des petits détails, au début, puis des éléments plus importants. Des frais qui n'avaient aucun sens, des voyages dont les dates ne correspondaient pas, des courriels qui passaient par des comptes partagés avant qu'ils ne changent tout. Ils pensaient que je n'avais rien remarqué, mais je l'avais fait. J'avais toujours tout remarqué. J'ai rincé une assiette, l'ai placée dans le lave-vaisselle et j'ai regardé par la fenêtre au-dessus de l'évier. Le jardin arrière était plongé dans la pénombre, seule la lumière du porche projetant une douce lueur sur l'herbe humide. Ce qui était étrange, c'est que je n'avais plus peur de sa voix. Pendant des années, j'avais ajusté ma vie autour de lui, de ses humeurs, de ses opinions, de sa version des faits. Maintenant, tout cela avait disparu. Ce qui m'effrayait, ce n'était plus lui. C'était ce que je risquais de découvrir si je commençais à regarder de plus près. Le lendemain matin, j'ai appelé Marcia Klein. Son bureau se trouvait au large de Meridian Street, à Indianapolis. J'avais trouvé son numéro il y a des mois et l'avais enregistré sous un faux nom dans mon téléphone, juste au cas où. Marcia Klein, a-t-elle répondu d'une voix claire et professionnelle. Je m'appelle Dana Mercer, ai-je dit, ma propre voix un peu hésitante. Je crois que j'ai besoin d'une avocate. Il y a eu une courte pause à l'autre bout du fil. Puis, sa voix est revenue, plus directe. Vous croyez ou vous savez? J'ai signé des papiers de divorce hier soir, ai-je avoué, le poids des mots me serrant la gorge. Une autre pause, plus longue cette fois, un silence qui semblait évaluer la gravité de ma déclaration. Venez, a-t-elle finalement dit. Aujourd'hui. Son bureau était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Ordonné, mais habité. Des livres de droit tapissaient un mur entier. Une diplôme encadrée témoignait de ses qualifications, et quelques photos de famille, visiblement là depuis longtemps, ajoutaient une touche personnelle. Elle était assise derrière son bureau, une tasse de thé à la main, du Earl Grey, j'allais la prendre plus tard, et lisait attentivement la copie des documents que j'avais apportés. Son expression ne changeait guère tandis qu'elle tournait les pages avec une concentration intense. Puis, elle a posé les papiers et a levé les yeux vers moi. « Vous avez signé ceci » a-t-elle demandé, son regard perçant. « Oui » ai-je répondu, ma voix ferme, sans négocier. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil, m'étudiant avec une curiosité non dissimulée. « Vous comprenez ce que c'est » a-t-elle dit, sa voix mesurée. « Un projet » ai-je corrigé. « Pas une ordonnance de tribunal définitive. » Cela a attiré son attention. Ses sourcils se sont légèrement levés, un signe subtil de surprise. « Continuez. »« Je comprends que c'est ce qu'il veut que l'accord soit, » ai-je expliqué. « Mais ce n'est pas ce que le tribunal a approuvé. » Elle a hoché la tête lentement. « C'est exact. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant une nouvelle assurance monter en moi. Et je pense qu'il compte sur le fait que je ne connaisse pas la différence. Marcia a tapoté légèrement les papiers avec son doigt. « Les hommes comme votre mari, » a-t-elle dit, son ton empreint d'une certaine lassitude, ne font généralement pas des départs propres. Ils font des départs rapides.
C'est ce que j'espère, ai-je murmuré, un frisson d'anticipation me parcourant. Elle a esquissé un petit sourire contraint. Dana, a-t-elle repris, cela ne fonctionne que s'il y a quelque chose à trouver. J'ai soutenu son regard sans ciller. Il y en a. Elle a maintenu mon regard un instant de plus, puis a hoché la tête une seule fois. Très bien, a-t-elle dit. Alors, nous ne nous précipitons pas. Elle a fait glisser les papiers vers moi. Nous le laissons croire qu'il a déjà gagné. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé la radio. Je me suis contentée du silence, le laissant m'envelopper. À un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone posé dans le porte-gobelet. Des notifications, des courriels, des choses que j'avais ignorées pendant des mois parce que je ne voulais pas voir ce qu'elles signifiaient. C'était terminé. Si je devais tout perdre, je voulais que ce soit parce qu'il n'y avait plus rien à trouver, pas parce que je n'avais pas cherché. Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, je suis allée dans le garage. Il y a une étagère au fond où je garde de vieilles boîtes. Des dossiers fiscaux, des papiers de garantie, des formulaires scolaires. Le genre de choses auxquelles personne ne pense avant d'en avoir besoin. J'ai tiré une boîte étiquetée 2018 à 2020. De la poussière s'est envolée lorsque je l'ai posée sur l'établi. Je l'ai ouverte lentement, révélant des dossiers, des reçus, des relevés bancaires, d'avant que tout ne devienne numérique. Je me suis assise sur le sol en béton froid et j'ai commencé à les feuilleter. Page par page, date par date, ligne par ligne. Dehors, une voiture est passée. La lumière du garage bourdonnait faiblement au-dessus de ma tête. Quelque part dans la maison, la machine à glaçons a laissé tomber une nouvelle fournée dans le bac. Des sons normaux, une vie normale. Et juste là, au milieu de tout cela, j'ai trouvé la première chose qui ne correspondait pas. Un virement de 4 800 $ vers un compte que je ne reconnaissais pas. Daté du même week-end où Scott était censé être à Chicago pour le travail. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis j'ai tendu la main vers mon téléphone, car ce n'était plus de la peur. C'était autre chose. Quelque chose de plus aiguisé. Je n'avais pas fini. Loin de là. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas que j'ai eu peur. Cette sensation s'était déjà consumée en moi, se transformant en quelque chose de plus calme, de plus stable. C'était plutôt comme si mon cerveau avait enfin reçu la permission de cesser d'ignorer certaines choses. Une fois cet interrupteur basculé, il ne s'est plus jamais éteint. Je suis retournée dans le garage avant le lever du soleil. La même boîte m'attendait, le même sol en béton froid sous mes pieds, la même odeur de poussière de papier mêlée à ce léger parfum d'huile qui ne quitte jamais vraiment un garage. J'ai préparé du café, mais j'ai oublié de le boire, l'amertume de la boisson chaude se perdant dans la nouvelle amertume de ma découverte. Cette fois, j'ai tout examiné plus lentement, avec une minutie presque clinique. Le virement de 4 800 $ n'était pas un chiffre aléatoire, une anomalie isolée. Il avait un contexte, un timing précis, un motif récurrent. J'ai sorti d'autres relevés, couvrant différents mois, différentes années. Et là, il était à nouveau. Pas le montant exact, mais des sommes similaires. 3 200 $, 5 100 $, toujours à peu près aux mêmes périodes de l'année. La fin de chaque trimestre. Je me suis adossée au mur froid, les papiers reposant sur mes genoux. Scott Mercer avait toujours prétendu que son entreprise connaissait des flux de trésorerie irréguliers, que c'était tout à fait normal pour le conseil. Peut-être que c'était vrai, mais ce que je tenais entre mes mains ne ressemblait pas à cela. Cela semblait délibéré, orchestré avec une intention cachée. Plus tard ce matin-là, après avoir déposé Ben Mercer à l'école, je suis restée assise dans le parking pendant quelques minutes, le moteur tournant au ralenti avant de m'éloigner. J'ai ouvert ma boîte de courriel, pas ma principale, mais l'ancienne, celle que nous utilisions pour les comptes partagés il y a des années, avant que Scott Mercer ne transfère tout vers des systèmes plus sécurisés. Il avait oublié de la retirer de quelques services. C'était bien là le problème avec Scott Mercer. Il aimait les finitions impeccables, mais il les bâclait. Et quand les gens se précipitent, ils laissent des failles,
des bords inachevés. J'ai tapé Amazon dans la barre de recherche. Des centaines de courriels sont apparus. Confirmation de commande, avis d'expédition, retour. La plupart concernaient des articles ménagers ordinaires, des choses que j'aurais reconnues sans hésitation. Des rouleaux de papier essuie-tout, de l'encre pour l'imprimante, les crampons de football de Ben Mercer. Puis, j'en ai vu un qui ne correspondait pas. Un collier, en or, au design minimaliste, pas du tout mon style, livré à une adresse que je ne reconnaissais pas. J'ai cliqué sur les détails. La date. Le même week-end que l'un de ces virements suspects. Je n'ai pas réagi immédiatement. J'ai juste fixé l'écran, le cœur battant un rythme lent et lourd. Puis j'ai ouvert un autre onglet, tapé l'adresse dans Google. Un immeuble d'appartement, dans le centre-ville d'Indianapolis. J'ai fermé les yeux un instant. Non pas par choc, mais parce que tout s'emboîtait trop parfaitement, avec une logique glaçante. Cet après-midi-là, je suis allée revoir Marcia Klein. J'avais apporté les relevés bancaires, imprimé les courriels. Elle ne m'a pas pressée. Elle m'a laissé étaler chaque document sur son bureau, dans l'ordre exact où je les avais trouvés. Elle a lu en silence, son visage impassible. De temps en temps, elle prenait une petite note, encerclait quelque chose, traçait une ligne entre deux dates. Finalement, elle s'est penchée en arrière, son regard perçant. « Depuis combien de temps voyez-vous cela ?» a-t-elle demandé. « Des bribes, ai-je répondu, ma voix à peine un murmure. Depuis l'année dernière. Je n'ai tout assemblé que maintenant. Elle a hoché la tête, une compréhension silencieuse dans ses yeux. C'est généralement comme ça que ça se passe. Elle a tapoté l'un des relevés. Ces virements, savez-vous où ils vont? Pas encore, ai-je admis. Et ce compte, a-t-elle ajouté, désignant le numéro se terminant par 4821. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Elle est restée silencieuse un instant, le poids de ses pensées palpable. Puis elle a dit « D'accord. » Pas de drame, pas de surprise. Juste un simple « d'accord ». « Quoi ?» ai-je demandé, mon cœur se serrant d'appréhension. « Ce n'est pas seulement une liaison », a-t-elle déclaré. J'ai senti ma poitrine se contracter un peu plus. Que voulez-vous dire? Elle a fait glisser l'un des papiers vers moi. Ce sont des comptes liés à l'entreprise. S'ils déplacent de l'argent à travers eux sans le déclarer correctement, ce n'est pas juste un désordre personnel. C'est une exposition. Une exposition, ai-je répété, le mot sonnant étrangement creux. Une fausse déclaration financière, a-t-elle précisé. Potentiellement pire, selon la façon dont il l'a rapporté. J'ai laissé cette information s'imprégner. Je ne pensais pas aux accusations criminelles ou à quoi que ce soit de ce genre. Je pensais à la confiance qu'il affichait dans la cuisine, à la certitude qu'il avait que je n'avais rien trouvé. En sortant, Marcia Klein a dit quelque chose qui m'est resté en tête. « Dana », a-t-elle dit, son regard direct et sans concession. « Les gens comme votre mari ne pensent pas qu'ils cachent des choses. » J'ai levé les yeux vers elle, cherchant à comprendre. Ils pensent que personne ne fait attention. Cette nuit-là, je ne suis pas allée dans le garage. Je suis restée à l'intérieur, assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Le même endroit où il avait laissé tomber les papiers. Le même endroit où j'avais signé. La maison était silencieuse, un linceul de calme. Ellie Mercer était dans sa chambre, la porte fermée, plongée dans son monde d'adolescente. Ben Mercer était allé se coucher tôt, disant que son estomac lui faisait encore mal. Cette partie-là m'a frappé plus fort que tout le reste. Une douleur sourde au fond de mon être. J'ai attendu que la maison s'apaise complètement, jusqu'à ce que je puisse entendre son rythme régulier, les bouches d'aération, le léger bourdonnement du réfrigérateur, le craquement occasionnel des escaliers. Puis, j'ai ouvert une autre application, Find Me. Nous l'avions configurée il y a des années, quand Ellie Mercer avait eu son premier téléphone. Partage familial, sécurité. Scott Mercer n'avait jamais pris la peine de désactiver la sienne. J'ai cliqué sur son nom. Une petite carte est apparue. Son téléphone était en centre-ville.
la même zone générale que l'adresse de cet appartement. Je n'ai pas zoomé tout de suite, j'ai juste fixé le point. Il pulsait légèrement, comme s'il respirait. J'ai senti quelque chose changer à nouveau en moi. Pas de la colère, mais une clarté froide et implacable. Le lendemain matin, je me suis connectée au compte 529, le fonds universitaire d'Ellie Mercer. C'était toujours ma responsabilité. Scott Mercer l'avait mise en place, bien sûr, mais c'est moi qui le suivais, qui vérifiais les relevés, qui ajustais les contributions quand nous le pouvions. Je savais à peu près ce qui devait s'y trouver. Lorsque la page s'est chargée, quelque chose m'a semblé étrange. Pas de manière drastique, pas au premier coup d'œil, mais suffisamment pour éveiller mon attention. J'ai affiché l'historique détaillé. J'ai fait défiler. Un retrait, pas récent, datant de quelques mois, puis un autre, plus petit, étiqueté d'une manière qui ne déclenchait pas immédiatement d'alerte, à moins que l'on ne cherche précisément. Je suis resté immobile, le souffle coupé. Cet argent n'était pas un surplus. Ce n'était pas de l'argent de poche. C'était l'avenir d'Ellie Mercer. Ses frais de scolarité, ses livres, un début dans la vie. Je fis défiler l'écran de l'ordinateur portable, le cœur serré. Je confrontais les dates, les unes après les autres. Le même schéma se dessinait, implacable. Des transferts depuis des comptes professionnels, puis des mouvements vers des comptes personnels. Et enfin, l'argent disparaissait, évaporé. Chaque ligne de l'historique détaillait une trahison silencieuse. Je refermais l'ordinateur portable avec une lenteur calculée. Mes mains étaient étonnamment stables. Un calme froid m'avait envahi, et cela me surprit. Je m'attendais à trembler de rage, mais il n'y avait que cette clarté glaçante. Lorsque je retrouvai Marcia Klein, je ne prononçai pas un mot dans un premier temps. Je me contentais de lui tendre les impressions, une pile de feuilles qui pesait lourd de révélations. Elle les parcourut avec une attention méticuleuse, plus lentement cette fois, son regard s'attardant sur chaque chiffre, chaque transaction. Quand elle arriva au retrait du compte 529, elle marqua une pause. Sa mâchoire se contracta imperceptiblement. « Vous a-t-il parlé de ceci ?» demanda-t-elle, sa voix basse et mesurée. Je secouai la tête. Elle hocha la tête. « D'accord. » C'était tout. Pas de sermon, pas de compassion excessive, juste cette même reconnaissance calme et professionnelle. « D'accord. » Je m'adossai à ma chaise, sentant le cuir froid contre mon dos. « C'est l'argent d'Ellie Mercer, » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Je sais, » ajoutai-je, déglutissant difficilement. La gorge serrée, je poursuivis. « Je ne voulais pas que cela tourne à sa destruction. Je voulais juste... » « Je sais, » dit-elle de nouveau, me coupant doucement, mais avec une fermeté qui manquera. Elle joignit ses mains sur le bureau, son regard direct et inébranlable. « Il ne s'agit pas de vengeance, » déclara-t-elle. « Il s'agit de précision. » Je laissai échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Le mot résonna en moi. « Précision », répétai-je, le goût amer de la réalité sur ma langue. « Oui, » répondit-elle. S'assurer que le dossier reflète la réalité des faits. Nous passâmes l'heure suivante à examiner chaque document, chaque relevé. Nous ne nous précipitâmes pas, ne sautâmes aucune étape, construisant méticuleusement, date par date, compte par compte, une chronologie détaillée. Ce n'était pas seulement le récit de ce qu'il avait fait, mais surtout de ce que je pouvais prouver. À un moment donné, elle leva les yeux vers moi, un léger sourire aux lèvres. « Vous comprenez quelque chose ?» dit-elle. « Quoi ?» demandai-je curieuse. « Il pense que vous êtes hors jeu. » Je hochai la tête, une lueur de compréhension traversant mon esprit. « Il pense que vous ne savez même pas qu'il y a un jeu. » Je hochai de nouveau la tête, la vérité de ses paroles me frappant de plein fouet. « C'est votre avantage, » conclut-elle. En rentrant à la maison, je ne me sentais pas victorieuse. Au contraire, une lourdeur m'oppressait, car plus j'en voyais, plus la situation devenait limpide. Ce n'était pas une mauvaise décision isolée. Ce n'était pas un instant d'égarement. C'était un schéma, une longue série d'actions délibérées, et j'avais vécu juste à côté, aveugle à la réalité. Ce soir-là, Ellie Mercer descendit à la cuisine,
pendant que j'étais occupée. Elle hésita un instant près du comptoir, les mains jointes, avant de parler. Papa dit que nous pourrions déménager, annonça-t-elle, sa voix empreinte d'une légère incertitude. Je m'efforçais de garder la mienne neutre. Ah oui? Oui, quelque part, plus près du centre-ville. Il a dit que ce serait mieux. Pour qui? Demandai-je, mon regard cherchant le sien. Elle haussa les épaules, un geste enfantin qui me serra le cœur. Pour nous, je suppose. Je hochai la tête, essayant de masquer le tumulte intérieur. Elle m'observa un moment, ses grands yeux bleus scrutant mon visage. Tu ne vas pas te battre pour ça? Demanda-t-elle. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas une accusation directe, non. Plutôt une profonde incertitude, un besoin de réassurance. Je séchai mes mains sur un torchon, le tissu rugueux contre ma peau. Je m'en occupe, dis-je, choisissant mes mots avec soin. Elle fronça légèrement les sourcils. Ça ne ressemble pas à se battre. Non, répondis-je. Ça ne ressemble pas à ça. Elle n'insista pas. Elle se contenta de hocher la tête et remonta à l'étage. Je restai là, immobile, longtemps après son départ. Parce que c'était cela qui faisait le plus mal. Pas ce que Scott Mercer avait dit, mais ce que mes enfants commençaient à croire. Plus tard dans la nuit, je me rassis à la table de la cuisine. Les papiers étaient étalés devant moi, non pas de manière chaotique, mais organisée, intentionnelle. Je ne devinais plus. Je voyais tout clairement, avec une netteté effrayante. Et pour la première fois depuis qu'il avait jeté ses papiers de divorce sur le comptoir, je compris quelque chose qu'il ignorait. Il pensait que tout cela était une question de contrôle, de pouvoir, de savoir qui ferait le premier pas. Mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait de savoir qui détenait la vérité et qui pouvait la prouver. Je regardais la chronologie que nous avions construite, les dates, les transferts, les comptes. Ce n'était pas encore complet, mais c'était suffisant pour savoir une chose. Cela n'allait pas se terminer comme il le pensait. Loin de là. Scott Mercer n'essaya même pas de le cacher. Ce fut la première chose que je remarquai. Une fois que j'eus signé ces papiers, quelque chose en lui se détendit, comme s'il avait retenu une tension pendant des mois et qu'il n'avait soudainement plus à le faire. Il commença à aller et venir comme s'il ne vivait plus là, car, dans son esprit, il n'y vivait plus. 3 jours après cette nuit dans la cuisine, il fit sa valise. Pas toutes ses affaires, juste assez pour marquer le coup. « J'ai un appartement au centre-ville », dit-il, fermant la fermeture éclair de sa valise. Plus près du travail. Je m'appuyai contre le comptoir et hochai la tête. D'accord. Il me regarda comme s'il s'attendait à une réaction, à une question, à une dispute. « Tu ne veux pas le voir ?» demanda-t-il. « C'est un bel endroit », ajouta-t-il avec une pointe de fierté. « Nouvel immeuble, bonne sécurité. »« C'est bien », répondis-je, ma voix plate. Cela sembla l'irriter plus que tout. Il jeta son sac sur son épaule. « Je prendrai les enfants ce week-end, » dit-il, pour qu'ils commencent à s'y habituer. S'y habituer? Je sentis quelque chose se contracter dans ma poitrine, mais je ne laissai rien transparaître. « Nous en parlerons, » dis-je. Il eut un petit sourire narquois. « Nous l'avons déjà fait, » répliqua-t-il, tapotant le dossier qu'il transportait comme s'il contenait la sentence finale. Puis il sortit, laissant derrière lui un silence pesant. Le premier week-end où il les emmena, la maison me parut étrange, trop silencieuse, non pas paisible, mais simplement vide d'une manière qui ne me convenait pas. Je tendais la main vers des choses qui n'étaient plus là. Les chaussures de Ben Mercer près de la porte, le sac à dos d'Ellie Mercer sur la chaise. Même le son de la télévision qui flottait habituellement depuis le salon avait disparu. Je marchais de pièce en pièce sans vraiment savoir pourquoi. Puis, je m'arrêtai dans le salon. Le fauteuil de Scott Mercer était toujours là. Un grand fauteuil inclinable en cuir qu'il avait choisi des années auparavant. Il s'y asseyait tous les soirs comme sur un trône. Je restais là une seconde, le fixant. Puis, je me retournais et m'éloignais. J'avais d'autres choses sur lesquelles me concentrer. Scott Mercer, en revanche, semblait s'épanouir. Du moins, c'est ce qu'il voulait faire croire. Il commença à poster davantage sur les réseaux sociaux.
Pas directement sur le divorce, il n'était pas aussi évident, mais suffisamment pour que le message soit clair. Des photos de restaurants du centre-ville, un cliché d'un bar sur le toit, verre à la main, le regard perdu dans l'horizon urbain. Une photo d'un verre de Bourbon, la silhouette urbaine en arrière-plan, légendé, nouveau chapitre. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement observé, une amertume froide s'installant en moi. Chaque détail de cette image, du verre ambré au scintillement des lumières de la ville, semblait crier sa liberté retrouvée, son triomphe silencieux. Ce lundi-là, j'ai retrouvé Marcia Klein. L'air de son bureau était toujours empreint d'une concentration sereine, un contraste apaisant avec le chaos de ma vie. Nous avions dépassé le stade de la simple collecte de fragments épars. Désormais, notre travail consistait à bâtir une structure solide, une chronologie inébranlable sur papier. Elle avait tracé une longue ligne nette sur un bloc-notes juridique, y marquant des dates précises. « Commençons ici », dit-elle d'une voix calme, désignant l'année 2018, l'année où l'entreprise de Scott Mercer avait vu le jour. Nous avons méticuleusement ajouté les ouvertures de compte, les transferts de fonds, les revenus déclarés et les dépenses connues. Puis, par-dessus cette base, nous avons superposé les éléments que j'avais dénichés. Les commandes Amazon suspectes, les chevauchements de lieux qui défiaient toute logique et les retraits du compte 529. Marcia ne se pressait jamais, ne sautait aucune étape. Chaque fragment d'information devait s'emboîter parfaitement. Chaque point devait être relié, formant une toile de preuve irréfutable. À un moment donné, une vague d'anxiété m'a submergée. « Et si ce n'est pas suffisant ?» ai-je demandé, ma voix trahissant une pointe de doute. Marcia a levé les yeux de ses notes, son regard perçant en rencontrant le mien. « Il n'est pas nécessaire que ce soit la totalité », a-t-elle répondu, son ton empreint d'une assurance tranquille. « Il suffit que ce soit cohérent. » Cette phrase, simple et directe, a résonné en moi, apportant un semblant de réconfort. De retour à la maison, j'ai senti que les choses commençaient à changer avec les enfants. Ellie Mercer, ma fille, était différente. Non pas qu'elle soit devenue dramatique ou en colère, mais une distance subtile s'était installée entre nous. Elle passait de plus en plus de temps rivée à son téléphone. Ses réponses étaient plus courtes, ses regards fuyants. C'était comme si une barrière invisible s'était érigée, et je sentais son absence même lorsqu'elle était physiquement présente. Un soir, pendant le dîner, alors que nous mangions en silence, Ellie a brisé le calme. « Papa dit que je pourrais aménager ma propre chambre comme je veux dans le nouvel endroit », a-t-elle lancé, son regard balayant mon visage. J'ai veillé à garder un ton neutre, malgré le pincement au cœur. « Cela semble agréable », ai-je répondu, essayant de ne pas laisser transparaître ma déception. « Il a dit qu'il n'y aurait pas autant de règles », a-t-elle ajouté, comme pour enfoncer le clou. J'ai hoché la tête lentement. « Ah oui ?» ai-je murmuré. Elle m'a jeté un coup d'œil furtif, comme si elle attendait une réaction de ma part. Une opposition. Mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. « Finis ton dîner », ai-je dit doucement, ma voix à peine audible. Elle a baissé les yeux sur son assiette, et j'ai pu percevoir le conflit intérieur qui la déchirait. Cette vision m'a fait plus mal que toutes les paroles blessantes que Scott Mercer aurait pu prononcer. Ben Mercer, mon fils, était plus silencieux, et sa détresse était plus manifeste. « Est-ce que je dois y aller ce week-end » a-t-il demandé une nuit, sa petite voix pleine d'appréhension. « Pourquoi, mon chéri » ai-je demandé, mon cœur se serrant. Il a haussé les épaules, évitant mon regard. « Je n'aime juste pas là-bas. »« Qu'est-ce que tu n'aimes pas ?» Il a commencé à tripoter sa manche, un geste nerveux. « Ça sent bizarre » a-t-il fini par dire, sa voix presque inaudible. « Et papa est toujours sur son téléphone ?» J'ai hoché la tête lentement, absorbant ces mots. « D'accord », ai-je dit, ma voix douce. « Nous allons trouver une solution. » Je n'ai rien promis. Pas encore. Je savais que chaque mot devait être pesé. Pendant ce temps, Scott Mercer devenait plus bruyant. Pas à l'intérieur de la maison, non, mais dans toutes les autres sphères de sa vie,
et surtout à portée de mes oreilles. Des appels téléphoniques dans l'allée, des conversations pour lesquelles il ne prenait même plus la peine de baisser la voix. Je te dis, c'est pratiquement réglé, l'ai-je entendu dire un après-midi, alors qu'il faisait les 100 pas dehors, son portable collé à l'oreille. Elle a tout signé. C'est propre. Propre. J'ai noté ce mot plus tard, le laissant résonner avec une ironie amère dans mon esprit. Pour lui, c'était une transaction, un dossier à classer, sans la moindre considération pour les vies qu'il bouleversait. Quelques jours après, une autre pièce du puzzle est tombée entre mes mains. Ce n'était pas un événement spectaculaire, juste un acte d'insouciance. Scott avait toujours insisté pour s'occuper des impôts, affirmant que c'était plus efficace ainsi. Mais parfois, par vieille habitude, il me demandait d'imprimer des documents. Cette fois-ci, il a envoyé quelque chose à l'imprimante de la maison par erreur. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu le bourdonnement familier de l'appareil qui se mettait en marche, ce son légèrement inquiétant qui précédait l'apparition du papier. Je me suis approchée et j'ai ramassé la feuille. C'était un brouillon, un rapport financier partiel, pas complet, pas définitif, mais suffisant. Des chiffres qui ne correspondaient absolument pas à ce qu'il avait déclaré dans les documents de divorce. Pas une petite différence, mais une divergence considérable. Je suis restée là, le document en main, sentant le poids de cette découverte s'installer en moi. Ce n'était pas de l'excitation, ni même de la satisfaction, juste une confirmation froide et implacable de mes soupçons. Quand je l'ai montré à Marcia Klein, elle n'a pas réagi immédiatement. Son visage est resté impassible tandis qu'elle parcourait le document une première fois, puis une seconde, ses yeux s'attardant sur les chiffres. Ensuite, elle l'a posé très délicatement sur son bureau. « Vous a-t-il donné ceci » a-t-elle demandé, sa voix basse et mesurée. « Non, il a été imprimé par erreur », ai-je expliqué, sentant une pointe d'espoir monter en moi. Elle a hoché la tête. « D'accord », a-t-elle dit, ce mot encore une fois. Mais cette fois, il y avait une nuance, une gravité sous-jacente. « Cela nous aide », a-t-elle ajouté. « À quel point ? Assez pour faire la différence ?» ai-je demandé, mon cœur battant plus vite. Elle a tapoté légèrement la page du bout des doigts. Surtout s'il répète quoi que ce soit de cela sous serment. Je me suis penchée en avant, le souffle coupé. « Vous pensez qu'il le fera ?» Elle m'a offert un petit sourire entendu, un éclair de perspicacité dans ses yeux. « Il pense qu'il a déjà gagné », a-t-elle affirmé. « Les gens comme lui ne se préparent pas, ils jouent un rôle. » Cette nuit-là, je me suis assise dans le salon. Le silence me semblait différent à présent, moins vide, plus concentré, presque porteur d'une nouvelle détermination. Mon regard s'est posé sur le fauteuil de Scott Mercer, toujours à la même place, intouché. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à lui, posant ma main sur le dossier. Le cuir était froid, usé aux endroits précis où son corps l'avait modelé au fil des ans. Pendant une seconde, j'ai repensé à tout ce qui était lié à ce fauteuil. Chaque soir, il s'y asseyait comme sur un trône, tandis que je m'affairais autour de lui, cuisinant, nettoyant, gérant tout le reste. Et à quel point tout cela m'avait semblé normal à l'époque, une routine immuable. Je me suis reculée, une nouvelle force m'envahissant. Pas encore, ai-je pensé. Pas encore la fin. Le deuxième week-end, les enfants sont repartis avec leur papa. Cette fois, je n'ai pas erré dans la maison, perdue dans le vide. Je suis restée assise à la table de la cuisine, les papiers étalés devant moi, mon ordinateur portable ouvert. Tout était aligné, ordonné, sans le moindre désordre. Clair. J'ai repassé la chronologie encore et encore, vérifiant chaque date, faisant correspondre les transferts, confirmant les liens. Plus de suppositions, plus d'hypothèses, seulement des faits. Une certitude grandissait en moi, alimentée par chaque donnée vérifiée. Le dimanche soir, quand les enfants sont rentrés, Ellie est montée directement à l'étage, sans dire grand-chose, son silence plus éloquent que des mots. Ben est venu dans la cuisine, son visage fatigué. « Je peux avoir des céréales » a-t-il demandé, sa voix hésitante. « Il est 9 heures du soir » ai-je répondu,
un léger sourire aux lèvres. « Je sais. » Je lui ai quand même servi un bol. Il s'est assis à la table, mangeant en silence, le bruit des cuillères résonnant doucement dans la pièce. Puis il a levé les yeux vers moi. « Maman ? Oui, mon chéri ? On déménage ?» J'ai marqué une pause, le poids de sa question pesant lourdement. « Pas pour l'instant, » ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Il a hoché la tête. « D'accord. » C'était tout. Il est retourné à ses céréales, et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Scott Mercer était en train de planifier un avenir, d'en parler comme si tout était déjà décidé, mais en réalité, rien n'avait encore été tranché. Pas par ceux dont la vie comptait vraiment. La semaine suivante, Marcia Klein m'a appelée. « Nous avons une date », a-t-elle annoncé, sa voix dénuée de toute émotion superflue. « Pourquoi faire ?» ai-je demandé, mon cœur s'emballant. « Une audience préliminaire », a-t-elle précisé, « pour la garde et les divulgations financières. »« Quand ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Dans 2 semaines. » 2 semaines ? C'était exactement le même délai que Scott avait jeté en l'air, comme si c'était une affaire déjà conclue. Je me suis assise lentement, le téléphone toujours à l'oreille, un mélange d'appréhension et de détermination m'envahissant. « D'accord, » ai-je dit, ma voix retrouvant une fermeté inattendue. Le jeu était sur le point de commencer. « Dana », ajouta-t-elle, sa voix empreinte d'une autorité calme. « Nous n'allons pas là-dedans pour nous disputer. » Elle marqua une brève pause, me laissant le temps d'assimiler ses mots. « Que faisons-nous alors ?» ai-je demandé, mon front se plissant légèrement, cherchant à comprendre la subtilité de sa stratégie. « Nous y allons pour écouter. » Écouter. Le mot résonnait étrangement. « Lui, oui », ai-je murmuré, une pointe d'incrédulité dans la voix. Marcia Klein hocha la tête, puis, après un instant de réflexion, elle reprit. Et ensuite, nous le laissons s'expliquer. L'idée de le laisser dérouler son récit, sans interruption, sans contre-argument, était à la fois déconcertante et intrigante. Mais je savais que Marcia avait une raison. Cette nuit-là, je me suis retrouvée une fois de plus dans la cuisine. Le même endroit, devant le même comptoir froid et familier. L'écho de ce moment, où Scott Mercer avait laissé tomber les papiers sur la surface lisse et où j'avais apposé ma signature, semblait encore flotter dans l'air, comme un fantôme persistant d'une décision hâtive. Pourtant, tout était différent à présent. Non pas que la situation concrète ait évolué, mais ma perception, elle, avait subi une transformation profonde. Je comprenais désormais une vérité qui lui échappait totalement. Il avait cru que ces documents mettaient un point final à l'affaire, que mon silence équivalait à une capitulation, que ces 2 semaines n'étaient qu'un tour d'honneur avant sa victoire annoncée. Ce qu'il ignorait, c'est que chaque mot qu'il prononcerait à partir de cet instant allait revêtir une importance capitale. Chaque déclaration serait scrutée, analysée et potentiellement utilisée contre lui. Le palais de justice du comté de Hamilton dégageait toujours une froideur inhabituelle, une atmosphère qui allait au-delà de la simple température ambiante. Ce n'était pas seulement l'air frais qui mordait la peau, ni l'éclairage blafard qui donnait au visage une teinte livide, ni même les sols de marbre glacés sous les pieds. C'était l'ensemble. La manière dont les gens s'asseyaient un peu plus droit, parlaient à voix plus basse, comme si le bâtiment lui-même exigeait une conduite irréprochable, un respect silencieux. Ce matin de novembre, je suis restée un instant dehors, juste avant d'entrer. Ma respiration se transformait en petites volutes de vapeur dans l'air vif et piquant. J'entendais le bruit lointain et régulier de la circulation venant de la rue, un murmure constant qui contrastait avec le silence tendu qui m'attendait à l'intérieur. Étonnamment, je ne tremblais pas. Cette absence de nervosité m'a surprise. Je m'étais attendue à être secouée par l'appréhension, mais une étrange sérénité m'habitait, une détermination froide. J'ai poussé la lourde porte et j'ai pénétré dans l'enceinte. La salle d'attente était déjà à moitié pleine, un tableau silencieux de vie en suspens. Des couples étaient assis à distance l'un de l'autre, leurs regards fuyants ou fixés dans le vide, leur corps tendu par une tension palpable.
Des avocats feuilletaient des dossiers avec une concentration intense, le bruissement des pages étant le seul son audible. 2 rangées plus loin, j'ai aperçu une femme pleurant discrètement dans un mouchoir, son chagrin contenu mais évident. C'était la vie réelle, sans le moindre artifice dramatique, juste une lourdeur palpable qui pesait sur chaque âme présente. Marcia Klein était déjà là, installée près de l'avant, son bloc-notes juridique posé sur ses genoux et sa tasse de voyage contenant son thé Earl Grey à portée de main. « Bonjour », a-t-elle murmuré sans lever les yeux de ses notes, sa voix basse et posée. « Bonjour », ai-je répondu, m'asseyant à côté d'elle. « Ça va ?» a-t-elle demandé, son regard enfin posé sur moi, perçant et scrutateur. « Je crois que oui », ai-je dit, essayant de sonder ma propre assurance. Elle a hoché la tête une seule fois, un geste bref et définitif. C'est suffisant. Ces mots étaient un ancrage, une petite bouée dans la mer d'incertitude. Scott Mercer est entré environ 10 minutes plus tard, sa présence remplissant l'espace d'une aura de supériorité. Il était impeccable, son costume parfaitement repassé, ses cheveux soigneusement coiffés, affichant cette même confiance qu'il portait comme une armure impénétrable. Son regard a croisé le mien un instant. Il m'a accordé un bref hochement de tête, presque imperceptible, avant de détourner les yeux, comme si nous n'étions que de vagues connaissances se retrouvant par hasard dans la même pièce. Pas un mot n'a été échangé entre nous, pas un signe de reconnaissance au-delà de ce geste fugace. Janelle l'accompagnait. Elle est restée près de la porte, assise à l'écart, absorbée par son téléphone, donnant l'impression de vouloir se fondre dans le décor, de ne pas être remarquée, tout en ne souhaitant pas non plus quitter les lieux. J'ai remarqué ce détail. Je remarquais beaucoup de choses ces jours-ci, chaque petite nuance, chaque comportement. Lorsque notre affaire a été appelée, un nom résonnant dans le silence tendu de la salle d'attente, nous nous sommes levés. Le pas était mesuré, l'air lourd d'anticipation. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, dépourvue de toute grandeur intimidante. Des bancs de bois simples, une estrade surélevée pour le juge, des drapeaux nationaux et de l'État dans un coin, symbole discret d'autorité. Il n'y avait ni drame, ni mise en scène théâtrale, juste une structure fonctionnelle, presque austère. Nous avons pris nos places désignées, Scott d'un côté, accompagné de son avocat, et moi de l'autre, aux côtés de Marcia Klein. Pendant un instant, un silence pesant s'est installé. Personne n'osant briser la quiétude avant le début des hostilités. Puis, le processus a commencé. L'avocat de Scott a pris la parole en premier. Sa présentation était nette, assurée, professionnelle. Il a exposé les faits exactement comme je m'y attendais, déroulant un récit bien rodé. Monsieur Mercer a été le principal soutien financier du foyer, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une clarté calculée. Madame Mercer n'a pas exercé d'activité professionnelle en dehors du domicile depuis de nombreuses années. Il a poursuivi, décrivant Scott comme le pilier, le garant de la stabilité. Monsieur Mercer recherche un environnement stable et structuré pour les enfants, a-t-il conclu, peignant un tableau de dévouement et de responsabilité. Je suis restée assise, écoutant attentivement, chaque mot s'imprimant dans mon esprit. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas réagi, pas le moindre froncement de sourcils, pas le moindre soupir. J'ai suivi à la lettre les instructions de Marcia, une discipline difficile à maintenir face à de telles distorsions. Scott a ensuite été appelé à la barre. Il a prêté serment d'une voix claire, puis s'est assis, affichant une déconcertante aisance. Il semblait parfaitement à l'aise dans ce rôle, comme s'il était chez lui. Ce fut, à mon avis, sa première erreur. « Monsieur Mercer », a commencé son avocat d'un ton encourageant. « Pourriez-vous décrire votre rôle dans les finances familiales ?» Scott a souri légèrement. « Bien sûr », a-t-il répondu avec une assurance désarmante. « J'ai géré toutes les responsabilités financières, les revenus, les impôts, les investissements.
Dana n'était pas vraiment impliquée dans cet aspect. Pas vraiment impliquée. Le déni était flagrant, une tentative de minimiser mon rôle, de me rendre invisible. J'ai maintenu mon regard droit devant moi, refusant de lui accorder la satisfaction d'une réaction. Son avocat l'a guidée à travers chaque aspect, détaillant les revenus, les affaires, les actifs. Tout était présenté de manière impeccable, contrôlé, simplifié à l'extrême, comme un dossier parfaitement rangé. Puis est venue la partie que j'attendais avec une tension palpable, le moment crucial où la vérité allait être mise à l'épreuve. Avez-vous divulgué tous les comptes financiers et actifs pertinents dans vos déclarations? A demandé son avocat, sa voix neutre. Oui, a répondu Scott, sans la moindre hésitation. Pas de pause, pas d'incertitude, juste un oui, catégorique et ferme. Marcia Klein a fait une petite note sur son bloc, un geste discret mais lourd de sens. Ils sont ensuite passés à la question de la garde des enfants. Pourriez-vous décrire votre implication dans la vie quotidienne de vos enfants? A poursuivi l'avocat. Scott s'est légèrement penché en arrière, adoptant une posture décontractée, presque paternaliste. J'ai toujours été très présent, a-t-il affirmé, sa voix empreinte d'une assurance inébranlable. J'ai veillé à leur apporter une structure, des conseils, et à m'assurer que tous leurs besoins étaient satisfaits. En l'entendant prononcer ces mots, j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, non, c'était quelque chose de plus aigu, une pointe d'amertume mêlée à une forme de déception glaciale face à cette façade si parfaitement construite. Quand ce fut le tour de Marcia Klein, elle ne s'est pas levée immédiatement. Elle a pris le temps de terminer d'écrire une dernière note sur son bloc, son stylo glissant avec précision sur le papier. Puis, elle a posé son instrument avec une lenteur délibérée, avant de se lever, calmement, sans hâte. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes, aucune performance théâtrale, juste une sérénité inébranlable qui contrastait avec l'énergie de l'avocat adverse. « Monsieur Mercer ?» a-t-elle commencé, sa voix claire et posée. « Je vais vous poser quelques questions afin de clarifier certaines de vos déclarations. » Scott a hoché la tête, un sourire confiant aux lèvres. « Bien sûr, » a-t-il répondu, l'air de rien. Elle a commencé par des questions simples, presque anodines, établissant une base de faits incontestable. « Votre entreprise de conseil a débuté en 2018, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Oui, » a confirmé Scott. « Et vous maintenez des comptes professionnels et personnels distincts ?» « C'est exact. » « Et les revenus déclarés dans votre divulgation financière reflètent-ils l'intégralité des recettes de cette entreprise? » « Oui. » La même confiance, le même ton assuré, comme s'il récitait une leçon parfaitement apprise. Marcia a alors pris un document. « Êtes-vous familier avec ce numéro de compte se terminant par 4821 ?» a-t-elle demandé, sa voix restant parfaitement neutre. Scott y a jeté un bref coup d'œil, son expression se figeant un instant. « Numéro. »« Non, numéro. » a-t-il bégayé, une légère hésitation trahissant sa façade. Marcia a hoché la tête, un mouvement à peine perceptible. « Très bien. » Elle a mis ce papier de côté avec la même délibération, puis en a pris un autre. « Reconnaissez-vous cette transaction datée du 14 mars de cette année ?» Scott s'est penché légèrement en avant, son regard scrutant le document. « Cela ressemble à une dépense professionnelle, » a-t-il avancé, sa voix un peu moins assurée. « Une dépense professionnelle ?» a répété Marcia, le ton interrogateur, sans le moindre jugement. « Pouvez-vous expliquer la nature de cette dépense ?»« Voyage ?» a-t-il répondu. « Réunion avec un client. » Marcia a hoché la tête une fois de plus. « Chicago. » « Oui. » Elle a pris une note, ses yeux fixés sur Scott. « Seriez-vous surpris d'apprendre que les données de localisation correspondantes pour votre véhicule vous situent dans le centre-ville d'Indianapolis ce même week-end ?» Un silence s'est installé. Une pause. Petite, presque imperceptible, mais bien présente. Scott s'est légèrement agité sur son siège,
son assurance commençant à s'effriter. « Je voyage fréquemment, a-t-il dit, sa voix tentant de retrouver sa fermeté habituelle, mais le doute était semé. Il pourrait y avoir un chevauchement, a-t-il dit, sa voix trahissant une tentative de justification. Marcia n'a pas interrompu, le laissant finir sa phrase. Puis, avec une précision méthodique, elle a pris un autre document. « Parlons maintenant de votre compte Amazon », a-t-elle déclaré d'un ton neutre. Scott a froncé légèrement les sourcils, visiblement agacé. « Qu'est-ce qu'il en est ?» a-t-il demandé. « Utilisez-vous un compte partagé avec votre foyer ?» a poursuivi Marcia. « Nous l'utilisions », a-t-il concédé. « Et les achats effectués via ce compte généreraient des confirmations par email, n'est-ce pas ?»« Oui », a-t-il murmuré. Elle a brandi une page, la tenant pour que Scott puisse la voir. Les yeux de Scott l'ont balayée. « Possiblement », a-t-il dit, sans conviction. « Livré à une adresse sur North Illinois Street à Indianapolis », a-t-elle continué, son regard perçant. « Cette adresse appartient-elle à un client ?» Une pause s'est installée, plus longue et plus lourde cette fois. « Je ne m'en souviens pas », a-t-il fini par dire, sa voix à peine audible. L'atmosphère de la pièce avait changé. Elle était devenue plus silencieuse, plus tendue, comme si l'air se raréfiait. Marcia n'a pas insisté, pas encore. Elle est passée au point suivant avec une fluidité déconcertante. « Revenons aux déclarations financières », a-t-elle dit. « Vous avez témoigné que tous les comptes et revenus étaient rapportés avec précision. »« C'est exact », a-t-il affirmé, tentant de retrouver une certaine assurance. Elle a hoché la tête, puis a placé un nouveau document devant lui. « Pouvez-vous expliquer l'écart entre les revenus déclarés ici et les chiffres de ce rapport préliminaire imprimé depuis votre bureau à domicile le mois dernier ?» La tête de Scott s'est relevée brusquement. À peine. « Où avez-vous obtenu cela ?» a-t-il demandé, une pointe d'indignation dans la voix. Marcia n'a pas répondu. « Les chiffres sont-ils exacts ?» a-t-elle demandé, son ton ne laissant aucune place à l'évasion. « Ce n'est pas un document finalisé », a-t-il dit rapidement, cherchant à se défendre. « Il ne reflète pas. »« Donc, les chiffres sont inexacts ?» a-t-elle insisté, le coupant net. « Je dis qu'il est incomplet, mais pas incorrect. » Il a hésité, le silence s'étirant. Marcia a attendu. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, une tasse de café chaud entre les mains, observant le jardin à travers la fenêtre. L'herbe était encore humide, perlée de la gelée nocturne qui avait laissé son empreinte argentée. La lumière du porche était toujours allumée, un halo jaune pâle dans la clarté naissante du matin. J'avais dû oublier de l'éteindre la veille. De petites choses, des choses normales. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me préparais pas à affronter quelque chose. Une sensation de légèreté inattendue flottait dans l'air. Scott n'avait pas appelé ce matin-là. C'était nouveau, inhabituel. D'ordinaire, après tout événement important, il aurait cherché à me joindre, à contrôler le récit, à expliquer les choses d'une manière qui le ferait paraître raisonnable, voire victime. Mais là, rien. Juste le silence, un silence qui n'était pas pesant, mais plutôt libérateur. Je n'avais pas cherché à le contacter non plus. Je n'en ressentais pas le besoin. Ellie est descendue vers 8 heures, ses cheveux tirés en arrière, vêtue d'un sweat à capuche, son téléphone portable à la main, comme à son habitude. Elle s'est arrêtée net en me voyant. « Bonjour », ai-je dit, ma voix douce. « Bonjour », a-t-elle répondu, un peu hésitante. Elle a ouvert le réfrigérateur, a attrapé une bouteille de jus d'orange, puis s'est appuyée contre le comptoir. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait remonter sans un mot de plus, se réfugier dans sa chambre. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée, son regard fixé sur le verre qu'elle tenait. « Je ne savais pas », a-t-elle dit doucement, sa voix à peine audible. Je me suis tournée vers elle, mon cœur se serrant légèrement. « Savoir quoi, ma chérie ?» Elle a dégluti, l'air mal à l'aise. « À propos de l'argent ou de tout ça ?» J'ai hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Elle a baissé les yeux vers son verre, le faisant tourner entre ses doigts. « Je pensais, je ne sais pas.
Je pensais que papa me donnait juste plus de liberté. Je n'ai pas précipité ma réponse, choisissant mes mots avec soin. Je comprends pourquoi ça te semblait une bonne chose, ai-je dit, ma voix empreinte de compassion. Elle a laissé échapper un petit soupir, un mélange de soulagement et de gêne. Je me sens stupide. Tu ne l'es pas, ai-je affirmé. Tu as 16 ans. Cela a arraché un léger sourire à ses lèvres, un sourire ténu mais sincère. Elle a relevé les yeux vers moi, une question flottant dans son regard. On reste ici? A-t-elle demandé. Pour l'instant, ai-je répondu. Oui. Elle a hoché la tête. D'accord. Et juste comme ça, quelque chose s'est apaisé entre nous. Ce n'était pas encore réglé, mais c'était déjà mieux. Un pas vers la guérison. Ben est arrivé quelques minutes plus tard, traînant son sac à dos derrière lui, l'air encore un peu endormi. Des céréales? A-t-il demandé, son estomac semblant déjà réclamer. Tu as déjà pris ton petit déjeuner hier, non? Ai-je dit avec un sourire. Il a affiché un grand sourire. Oui, mais c'était hier. Je lui ai quand même servi son bol. Il s'est assis à la table, balançant légèrement ses jambes sous la chaise. Je dois aller chez papa ce week-end? A-t-il demandé, son ton trahissant une légère appréhension. Je me suis appuyée contre le comptoir. On verra, ai-je dit. Les choses sont encore en train de se régler. Il a hoché la tête. D'accord, pas de mal de ventre cette fois. Cela m'a suffi comme réponse. Un petit signe de soulagement. Les 2 semaines suivantes n'ont pas été dramatiques. Pas de grandes scènes, pas de confrontations explosives, juste des ajustements, des réalignements subtils. Le ton de Scott dans ses courriels avait changé, devenant plus bref, plus prudent, dénué de son arrogance habituelle. Son avocat avait contacté Madame Klein à plusieurs reprises, demandant des prolongations pour des clarifications de délai. Cette confiance qu'il avait affichée, cette assurance inébranlable, n'avait pas complètement disparu, mais elle ne le guidait plus. Elle était devenue une façade, une ombre de ce qu'elle avait été. À la maison, j'ai commencé à remarquer des choses auxquelles je n'avais pas prêté attention auparavant. Pas des problèmes, mais de l'espace, des moments de calme qui étaient autrefois remplis d'une tension dont je n'avais même pas conscience que je la portais. Un soir, je me suis assise dans le salon, après le dîner. La télévision était éteinte. Aucun bruit ne troublait le silence, si ce n'est le doux tic-tac de l'horloge murale. Le fauteuil de Scott était toujours là, au même endroit, le même cuir usé, témoin silencieux de tant d'années. Je l'ai regardé longuement, une sorte de contemplation paisible. Puis, je me suis levée, sans colère, sans émotion particulière, juste avec le sentiment d'en avoir fini. Le lendemain matin, je l'ai traîné jusqu'au trottoir. Il était plus lourd que je ne l'avais imaginé, chaque centimètre de son déplacement exigeant un effort. Les pieds ont raclé légèrement le parquet, un son que j'avais entendu des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, il signifiait quelque chose de différent, de définitif. J'ai ouvert la porte d'entrée, l'ai tiré à travers l'encadrement et l'ai déposé au bord de l'allée. L'air froid a frappé mon visage, vif et pur. La rue était calme, tôt le matin. Quelques lumières de voisins allumées, mais personne dehors. J'ai reculé et je l'ai regardé. Pendant des années, ce fauteuil avait été sa place, l'endroit où il s'asseyait, où il prenait ses décisions, où il observait tout ce qui se passait autour de lui. Maintenant, ce n'était plus qu'un meuble attendant le camion poubelle. Je suis rentrée et j'ai refermé la porte derrière moi, un sentiment de clôture m'envahissant. Quelques jours plus tard, j'ai appelé un serrurier. Rien de dramatique, juste un simple changement. De nouvelles serrures pour les portes d'entrée et de derrière. Le monsieur est venu dans l'après-midi. Rapide, efficace, il n'a pas posé de questions superflues. « Ah, vous voulez le même style ?» a-t-il demandé. « Ça n'a pas d'importance, » ai-je dit. « Juste que ce soit sécurisé. » Il a hoché la tête, comprenant. Cela lui a pris moins d'1 heure. Quand il a eu fini, il m'a tendu les nouvelles clés, lourdes et brillantes. « Essayez, » a-t-il dit. Je suis sortie, refermant la porte derrière moi. Pendant 1 seconde,
Je suis restée là, immobile. Puis, j'ai glissé la clé dans la serrure, l'ai tournée. Un clic net, propre, solide. J'ai rouvert la porte et je suis rentrée. Ce son est resté gravé en moi. Le son de la sécurité retrouvée. Cette nuit-là, je me suis assise à nouveau à la table de la cuisine. Le même endroit où tout avait commencé. Où les révélations avaient éclaté. Les papiers avaient disparu maintenant. La tension s'était dissipée. Tout n'était pas résolu, pas complètement. Il y aurait encore des réunions, plus de paperasse, d'autres décisions à prendre. Mais les fondations avaient bougé. Et moi aussi. Je n'étais plus assise là à me demander ce qu'il allait faire ensuite. Je n'attendais plus sa version des faits. Je savais ce qui était réel. Et je savais que je pouvais le prouver. J'ai repensé à cette nuit-là, à la façon dont il se tenait là, si certain de lui. Je prends tout. Il le croyait vraiment, parce que pendant longtemps, je l'avais laissé faire. Non pas en étant d'accord, mais en restant silencieuse, en m'adaptant, en laissant sa voix être la plus forte. Mais le silence ne signifie pas l'ignorance. Il signifie juste la patience. Ellie est descendue plus tard ce soir-là et s'est assise en face de moi. Pas de téléphone cette fois, juste sa présence attentive. Nous avons parlé. Pas du tribunal, pas de Scott, juste de choses normales. L'école, les amis, une université qu'elle avait envisagée. Ben, mon fils nous a rejoints à mi-chemin de notre conversation, faisant irruption comme à son habitude, avec cette énergie débordante qui lui est propre. Il a commencé à parler de quelque chose d'apparemment insignifiant, un détail de sa journée ou une anecdote sans grande conséquence. Et pourtant, à cet instant précis, cela semblait revêtir une importance capitale. Et pour la première fois depuis bien trop longtemps, j'ai ressenti cette chaleur familière, cette sensation douce et enveloppante d'être simplement une famille. Ce n'était pas une image parfaite, loin de là, mais c'était authentique, palpable, ancré dans la réalité de notre présence mutuelle. Je n'avais pas gagné parce que j'étais plus intelligente que lui, Monsieur Mercer, ni parce que j'avais orchestré une vengeance minutieuse et parfaite. L'idée même de vengeance me semblait désormais lointaine et futile. J'avais gagné parce que j'avais enfin cessé d'ignorer ce qui se trouvait juste sous mes yeux, ce qui était évident, mais que je refusais de voir. J'avais pris le temps, avec une détermination nouvelle, de prêter attention aux chiffres, à ces schémas récurrents, à toutes ces petites incohérences qui, mises bout à bout, formaient une image claire et troublante. Et finalement, cette simple prise de conscience, cette persévérance à regarder la vérité en face, avait suffi. Si jamais vous avez été sous-estimé, si l'on a douté de vos capacités ou de votre jugement, vous savez à quel point il est facile de finir par intérioriser cette perception, de commencer à y croire soi-même, de laisser cette ombre s'installer en vous. Ne vous laissez pas influencer par ces voix extérieures ou intérieures. Faites confiance à ce que vous voyez, à votre intuition, à la logique des faits. Et surtout, n'ayez pas peur de laisser la vérité éclater, de la laisser parler d'elle-même, avec force et clarté, lorsque le moment sera venu. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.